France Maghreb 2. Amis de la liberté, bonjour et bienvenue dans votre talk de fin d'après-midi. C'est parti pour votre grand forum jusque 16h30 avec... jusque 18h30 pardon, parce que là une petite demi-heure ça ferait pas beaucoup finalement. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Monsieur Hakim Ral. Comment ça va Monsieur Hakim? Christophe, bonjour aux auditeurs, salam alaikum tout le monde. J'aime bien ton intro, Amis de la liberté, c'est la première fois. Ouais, comme ça. J'aime bien, c'est cool ça, la liberté, la libertad. La libertad. Hasta la victoria siempre. Ah oui, tu parles l'espagnol. Si, señor, claro que si. Un peu comme Manuel Valls quoi. Si, lo mejor que ellos. Et tu parles aussi... Il a dû oublier d'où il vient Manuel Valls, la manière dont il parle, plus royaliste que le roi. Ouais. Il a dû oublier, enfin bon. Avec nous aussi aujourd'hui Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Salam alaikum à tous. Comment ça va Hanan? Très bien, merci. Bienvenue à toi. Merci. Tu es responsable des repas du Salem. Voilà. Toujours Toujours, deux Bon. fois par semaine sur Paris. au top, Le mercredi impeccable. et le vendredi. Et puis bien sûr tout à l'heure dans la dernière demi-heure de cette émission, nous écouterons l'ami Amar pour l'éphéméride bien sûr. C'est ce qu'il va nous proposer tout à l'heure. L'éphéméride, ce sont les événements qui ont marqué cette date du 26 janvier. Ça tombe bien, nous sommes le 26 janvier. Le journal de la CAN à retrouver tout à l'heure. Et puis bien sûr avec un alléchant Maroc-Égypte en quart de finale. Ça va être pas mal ça mon cher Hakim. Une belle affiche. Et puis côté musique, il y a un coup de cœur à vous proposer, c'est Julie Zenati et Chimène Badi avec cette reprise de Zina. On se souvient de la version de Babylone, bien voici la version donc Chimène Badi et Julie Zenati. C'est pas mal, vous allez voir, on écoutera ça donc tout à l'heure en fin d'émission. Parmi les sujets que je propose, outre le fait qu'à 17h40 jusque 50, vous allez pouvoir évidemment nous appeler comme d'habitude en totale liberté, la libre antenne, on prendra vos appels sans filtrage. Vous avez souhaité nous dire un petit truc en particulier, nous dire un petit bonjour ou simplement passer une info qui se passe auprès de chez vous. Vous aurez la possibilité de le faire tout à l'heure dans la libre antenne entre 40 et 50 de 17h, le j'aime ou j'aime pas bien sûr. Et puis le programme de Hakim, alors tiens on va parler de quoi dans ton avis tranché? Mon avis tranché, c'est une petite réflexion toujours à partager avec nos amis les auditeurs, c'est sur l'avenir des Africains est aussi en Afrique, tout comme l'a été et demeure celui des Européens. Très bien, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est un petit rappel sur une réalité qui dure depuis bien trop longtemps, à savoir le franc CFA et ses conséquences sur l'économie de 14 pays africains. Donc franc CFA, donc on rappelle, ça veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Ma chère Hanan, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché? Alors aujourd'hui, on va parler de la situation du logement en France. Donc Ouais. le thème, c'est les délinquants solidaires et l'État sont-ils capables de mettre en œuvre le slogan zéro personne à la rue? Et ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est Bien sur près du micro par contre Hanan. là. Voilà. D'accord. Donc mon coup de cœur, c'est sur un lieu qui s'appelle l'Atmosphère, qui est situé à Saint-Ouen. Donc un nouveau lieu alternatif à vocation solidaire et humanitaire. Très bien, on découvrira ça tout à l'heure. Et puis parmi les sujets, évidemment, les coups de griffe, mais pas de coups de poing. Le coup de débat hier entre les deux finalistes de la primaire de la gauche a été moins tendu que prévu. Ils ont quand même affiché leurs différences, on le verra tout à l'heure. Et puis dans ce débat également, le Penelope Gate s'est invité du prénom de l'épouse de François Fillon, accusé d'emploi fictif par le Canard enchaîné. François Fillon qui compte répondre à ces accusations. Ce sera ce soir sur le plateau de TF1 de 20h donc de TF1, qui d'ailleurs pour la petite histoire a été battu par le journal de France 2 avec 500 000 téléspectateurs d'écart. C'est quand même un fait historique ce truc-là. On y reviendra donc tout à l'heure. Une Que petite pensez-vous? réflexion, Christophe, le François Fillon, il a le droit d'embaucher sa femme quand même. Ah oui, mais bon, là, le problème, c'est que personne ne l'a vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça pose un peu problème. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr, mais pour l'heure, voici le zapping, un zapping spécial débat des primaires de la gauche, deuxième tour qui a eu lieu hier, regardé par 5,5 millions de téléspectateurs. C'est pas énorme. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé, sur internet. Et hier soir, le débat, l'ultime débat du deuxième tour entre Valls et Hamon. Un débat qui a été regardé par 5,5 millions de téléspectateurs. Une audience donc largement en baisse par rapport aux primaires de la droite. Quoi qu'il en soit, un des peut-être meilleurs débats de toutes les primaires réunies depuis celle de la droite hier soir, avec beaucoup de respect entre les deux hommes, mais une différence remarquable et remarquée. À en croire d'ailleurs ce petit extrait que je vous propose d'écouter. Ghosn se réjouissait d'avoir pu augmenter sa rémunération grâce à la défiscalisation des actions gratuites. Pensez pour qui au départ? Les jeunes start-up qui en ont besoin, quand elles ne peuvent distribuer ni dividendes ni salaire. Mais ces jeunes start-up en ont peut-être profité, mais qui en a d'abord profité? Les grandes entreprises du CAC 40. Les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup.
de ceux qui étaient déjà bien portants. Eh bien moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Et la justice, à mes yeux, c'est de faire pour ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à travailler et de rémunérer correctement le travail. Bien. Sur ce point, nous avons effectivement un désaccord. Bien. Il y a eu des partis pris de ce gouvernement que je n'accepte pas, contre lesquels j'ai voté, et en l'occurrence, ce dont on parle, c'est pas de rêve, c'est d'une option politique. Le chemin, on le prend ou on ne le prend pas. Je pense qu'on a saisi vos points de vue. Et responsable. Je pense qu'on a saisi vos points de vue. Et leur différence. Mais il y a une différence entre le rêve et l'illusion et la crédibilité d'un projet. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, et c'est là-dessus que les Français doivent choisir. bien, je pense qu'on a saisi vos points de vue et leurs différences. Un moment un peu plus léger lors de ce débat, lorsque David Pujadas demande aux deux candidats si ils savent parler anglais. Vous avez vocation à devenir chef d'État, représenter la France dans le monde. Elle est simple, cette question. Do you speak English? Yes. Benoît Hamon. Fluently? Yes. Perfectly. Ça veut dire couramment. Oui, je traduis, on ne sait jamais. Do you speak English? English is very bad, but I speak well as Spanish. Ok. Autre moment important dans ce débat, lorsque Manuel Valls déclare qu'il est le candidat de la fiche de paye. Il ne veut pas que Benoît Hamon soit le candidat de la feuille d'impôt. Moi, je suis le candidat de la feuille de paye, et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Autre passe d'armes durant ce débat sur la laïcité entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Je veux le dire sur le voile. Là où le voile est imposé à une femme, imposé comme tel, nous devons tout mobiliser pour que cette femme n'ait pas à être soustraite au regard des hommes à raison de l'imposition d'un dogme. Et chaque fois qu'un dogme s'est imposé ses convictions aux autres, moi je le combats. Mais là où une femme librement décide de porter le foulard islamique, librement, et il en existe, peu importe ce que nous pensons, au nom de la loi 1905, elle est libre de le faire. Et moi, je veux lui assurer cette liberté. Je ne fais pas partie de ceux qui, dans notre pays aujourd'hui, je les appelle les néoconservateurs, pensent finalement que dans la République, un bon musulman, ce serait un musulman qui n'est pas musulman. Non, ils ont, ces compatriotes musulmans, le droit de pouvoir exprimer ce que sont leurs convictions. C'est l'intention de vous prêter à Manuel Valls ? Je parle des néoconservateurs de droite, donc à ma connaissance, je ne fais pas de passerelle. Si je dois m'adresser à lui, je m'adresse directement à lui et il sait les désaccords que nous avons. Mais je dis attention à ce que sur ce terrain-là, la droite et l'extrême droite sont en train d'utiliser la laïcité de telle manière que oui, elle est utilisée comme un glaive contre nos compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islam radical, qui doit être combattu avec la dernière énergie, mais qui se sentent directement, eux, impactés par le discours politique qu'ils entendent et la stigmatisation dont ils sont l'objet. Benoît Hamon, sauf erreur, en 2010, Manuel Valls, il faisait allusion il y a un court instant, vous avez voté contre la loi qui interdisait la burqa. Est-ce que vous la voteriez aujourd'hui? Je ne crois pas que j'étais député, pardon de vous le dire. Benoît Hamon n'était... Je n'étais pas député. On peut poursuivre ce débat. Parce que vous étiez exprimé contre cette loi. Oui, c'est un débat... Ou pas? Oui. C'est un débat qui est important. Moi, je ne prête aucune intention à Benoît. Mais dans ce combat que nous menons, pour la laïcité, pour la République, et pour nos compatriotes de confession musulmane, il faut être très clair. En 2010, il y a eu ce débat sur l'interdiction du voile intégral. Benoît n'était pas député national, il était porte-parole du Parti socialiste, et à titre personnel, il s'est exprimé contre la loi, puisqu'il craignait la stigmatisation des musulmans à travers cette loi, au nom, au fond, de la liberté de porter un signe religieux, il le dirait mieux que moi. Mais il y a toujours cette idée qu'au fond, on croit que c'est un signe religieux, que l'idée même d'interdire ce type de signe, le voile intégral dans l'espace public, où nous avions eu le même débat en 2004, je m'en rappelle très bien, concernant l'interdiction des signes religieux à l'école, il y a toujours l'idée qu'au fond, on stigmatiserait quelqu'un. Non, je suis convaincu que nos compatriotes musulmans ont droit à notre protection. La liberté de s'habiller comme on veut dans l'espace public, bien évidemment. Mais derrière cela, il n'y a pas que la laïcité. La laïcité, c'est ce magnifique texte qui était évoqué par Benoît Hamon il y a un instant, et qui doit tellement, et à Aristide Briand, et à Jean Jaurès, qui avait d'ailleurs sans doute davantage raison par rapport à Georges Clemenceau à l'époque, puisque c'était une loi de concorde. Vous voyez, je connais bien mon histoire. Mais aujourd'hui, il ne faut rien céder. Or, je regrette parfois
dans les propos de Benoît, mais il peut aussi me les reprocher parfois sur d'autres sujets ou sur celui-ci. Il faut faire attention. Ceux qui se battent pour cette laïcité qui est protectrice. Je pense par exemple à l'essayiste et à la journaliste Caroline Fourest. Quand tu dis, Benoît, que sa laïcité est douteuse, quand tu parles de néoconservateurs, y compris par rapport à des gens de gauche, à des républicains qui sont engagés. Moi, ma laïcité, c'est celle de Caroline Fourest, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est celle de ces femmes qui se sont battues dans ton département pour la crèche Babilou. C'est ça, parce qu'il n'y a pas seulement le problème de la laïcité, il y a le problème de l'émancipation de la femme. Et notre rôle, c'est de jamais le stigmatiser, mais c'est de dire à ces femmes, à ces jeunes filles qui vivent cet ordre machiste, cette régression, de leur dire, mais nous sommes là pour vous aider, nous sommes avec vous pour vous aider à vous émanciper, et alors que des femmes dans le monde entier se battent pour se libérer de cet asservissement. Alors Benoît, nous serions ambigus. Alors là, il faut être clair. Et pour finir ce zapping spécial débat de la primaire de la gauche qui avait lieu donc hier soir, une petite blague à propos de l'affaire Fillon, Pénélope Fillon, par Manuel Valls. Fillon a fondé sa campagne sur 3 sujets. La suppression de 500 000 fonctionnaires, la remise en cause de notre modèle de protection sociale et sur la vertu, sur l'honnêteté. Vous imaginez le général de Gaulle mis en examen, c'était ces mots. Et je crois que le député a eu ce bon mot assez juste. Vous imaginez le général de Gaulle employant Tante Yvonne à l'Élysée. Au-delà de la boutade. Au-delà de la boutade. Pour préciser au-delà que de la c'est une boutade. pratique très répandue. C'est à la justice. C'est à la justice. Plus de 110 parlementaires, y compris du Parti Socialiste, emploient leurs femmes ou leurs descendants. Mais il y a 2 choses différentes. Là, vous me faites rentrer dans ce débat. C'est à la justice d'éclaircir. Non, mais... On travaille ou on travaille pas. Il est là le débat. Voilà pour ce zapping spécial primaire de la gauche, mon cher Hakim, pour ceux qui n'ont... Oh là là, c'était trop long, Valls, là, c'est de lui accorder trop d'importance, il fait que du blabla politicien. Ah bah il fait des tonnes pour répéter la même chose. On se doit d'écouter pour mieux rebondir derrière. Moi, ce que je sens, c'est que par la longueur de son propos, en train de défendre et citer des noms que j'ai pas envie de citer pour respecter les oreilles de nos... Caroline Fourest, oh mon Dieu, Isabelle Badinter... Mon Dieu. Mais il a simplement cité, et Valls, en se joignant à eux, ils sont contre eux-mêmes la loi de laïcité, de 1905. On en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien, Hakim et Hanan. On fait la petite page pub, on est de retour très vite. Dans un instant, on va parler de Donald Trump. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous jusque 18h30 avec monsieur Hakim Raal et Hanan Zawani qui sont avec nous aujourd'hui. Hakim, alors là, c'est ouvert ou pas? Pas encore. Bah, les finitions, c'est les finitions. Ah, la brioche de Barbès. Exactement, dans le 18e arrondissement, on invitera tous nos auditeurs avec un petit code genre le grand forum et ils auront des ils auront le café, le thé, du pain gratuit. Non, plus que du pain là, pourquoi pas de la viennoiserie. Ah ouais. Ouais, du café, du thé, un truc bien chaud pour remercier les auditeurs. Bon, très bien. Alors suivez ça de près. Notre ami Hakim, c'est pour la semaine prochaine, j'espère là. Oui, si tout va bien, c'est calé pour le lundi, pas celui à l'autre. Ah, voilà. D'accord. Bon, très bien. Donc ça approche à grands pas, quoi. Yes. Il y a toujours la pizza Fox. Ouais, bah comme d'hab. Ouais. Ah, du nid. Ouais. Bien sûr, ça marche bien ça. Pour le moment. Très bien. Alors, 01 40 33 9000, c'est pour nous rejoindre si vous voulez évidemment échanger avec nous, dialoguer, débattre, donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais dans cette émission. Avec Hakim et Hanan, on va parler d'abord de ce premier sujet que je vous propose. Le monde est devenu un foutoir et je compte bien y remédier. Ce sont les mots de Donald Trump, qui a donné d'ailleurs sa première interview depuis sa prise de fonction. Langage fleuri et ton ferme au sujet de l'immigration qui s'est accompagné hier de 2 décrets sur ce sujet phare sur lequel le président des États-Unis s'est fait élire. L'un concerne la construction du mur à la frontière avec le Mexique, le deuxième au sujet des mesures de rétorsion contre les maires qui ont promis de faire de leur ville des sanctuaires pour les migrants illégaux. Plus de 200 villes et 300 juridictions locales aux États-Unis revendiquent aujourd'hui ce statut de sanctuaire. Et il ne s'agit pas des moindres, puisqu'on retrouve les plus grandes métropoles, de New York à Los Angeles, en passant par Denver ou encore Chicago, des villes et des juridictions qui estiment qu'elles n'existeraient pas sans l'immigration. Ce statut de sanctuaire n'est pas anodin aux États-Unis. Ce titre existe depuis les années 80, faut-il le rappeler.
rappeler, lorsque les églises accueillaient des réfugiés en provenant d'Amérique centrale qui ne remplissaient pas les conditions pour obtenir l'asile, ces villes et ces juridictions ont annoncé qu'elles ne coopéreraient pas avec les services d'immigration. Certaines d'ailleurs d'entre elles ont mis en place des textes alternatifs leur permettant de refuser notamment les demandes d'incarcération présentées par les services d'immigration. Face à cette résistance, Donald Trump a décidé tout simplement de sévir en signant ce mercredi donc des décrets pour priver ces villes et ces juridictions de fonds fédéraux, des fonds qui peuvent parfois représenter des sommes considérables. CNN parle de plus de 10 milliards de dollars pour la seule ville de New York, mais certains de ces fonds sont également intouchables. Reste que cette annonce de la Maison Blanche pourrait avoir de lourdes conséquences dans les budgets de ces grandes agglomérations. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre hier donc Bill de Blasio, le maire de New York, qui parle de menaces sur le prochain budget de sa ville. Alors comment interpréter d'abord ce ton ferme et ces menaces finalement vis-à-vis de ces grandes villes qui n'entendent pas respecter les dires ou les envies de Donald Trump, Hakim? Déjà, sur la première partie, il disait que la construction du mur, c'est-à-dire à la frontière avec le Mexique, c'est ça? Oui, ça on y reviendra, mais sur le fait qu'il veut priver en fait les fonds aux grandes villes, donc et pas des moindres quand même, parce qu'ils veulent pas respecter le fait de ne pas accueillir des migrants, d'accueillir des migrants. Je veux dire, ils veulent continuer à accueillir comme ils continuent à le faire. Et Donald Trump leur a dit, écoutez, puisque c'est ça, je vous supprime les fonds. Lui, en tant que nouveau président démocratiquement élu et plébiscité qui était plutôt raillé par les médias pendant la campagne présidentielle face à Hillary et finalement qui a été élu, donc il a fait mentir les sondages et la propagande entre guillemets anti-Trump juste avant son élection. Donc là, la moindre chose à laquelle on pense, c'est qu'il est dans la ligne droite de ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire envoyer des signaux forts pour favoriser, encourager le travail des Américains. Mais dans la réflexion en fait, c'est-à-dire comment on encourage le travail, inciter les Américains à travailler et lutter contre le chômage des États-Unis, c'est aussi par la technique d'aller freiner et mettre en place des procédures et des process pour lutter contre le travail, on va dire illégal, ou bien, parce que c'est un grand mot, il faudrait rentrer dans le détail de ce mot, travail illégal de migrants, je ne sais pas, d'Amérique latine qui viendraient travailler aux États-Unis illégalement, mais quand bien même il est contre eux, mais ils ont bien un emploi, et c'est effectif. Et donc ça veut dire que les États-Unis, ils ont besoin de cette manœuvre étrangère qui vient travailler. C'est ce que dit le maire de New York, on peut pas se priver. Oui, non mais c'est ça. Voilà. Non mais lui en faisant ça, c'est pour être dans la ligne droite de ce pourquoi il a été élu. Ouais. Contrairement à ce que disaient les médias, c'est-à-dire favoriser l'Amérique aux Américains. Tu sais, c'est comme le Front National avec la France aux Français. Ouais, bien mais sûr. En fait, ça c'est un étendard, c'est se moquer des gens en fait. Parce que ce dont ont besoin les Américains, c'est au même titre que les Français en ce qui concerne la lutte contre, on va dire, le chômage, c'est d'accéder à l'emploi. Et accéder à l'emploi, ça veut dire en créer. Mais si une main-d'œuvre étrangère est venue travailler et elle a trouvé travail, c'est parce que dans le pays en question, les gens qui composaient le pays ne voulaient pas prendre ces postes. C'est toujours ça le même problème. C'est des tâches, par exemple, si on prend pour nous notre pays, la France, quand on regarde les éboueurs, par exemple, il y a des métiers où il y a principalement, j'ai pas les statistiques, j'ai pas de chiffres, où c'est une main-d'œuvre étrangère qui vient faire le travail que les nationaux ne veulent pas faire. Anan, t'es surprise toi par cette annonce de Donald Trump ? Alors pas du tout surprise, il est vraiment dans la ligne droite de toute sa campagne présidentielle, donc un ton provocateur. Donc là, effectivement, sur cette annonce, ça peut paraître surprenant d'annoncer suppression de financements fédéraux. C'est énorme. New York, Los Angeles, Chicago et 200 municipalités. Ouais. Donc une fois privés de leurs financements fédéraux, comment on fait tourner l'Amérique? Alors justement, on parlait de ce premier décret et l'autre décret donc signé hier, c'est celui donc
fixant pour objectif la construction immédiate d'un mur à la frontière avec le Mexique pour endiguer l'immigration illégale. Accélération là aussi d'une promesse très polémique de sa campagne, et évidemment la réaction de Mexico n'a pas tardé. Le président Benedetto a réagi hier en déclarant que le Mexique, lui, ne croit pas au mur qui divise et qui sépare, tout en répétant, ce qu'il répète d'ailleurs depuis des mois, non, le Mexique ne paiera pas le mur. Mais surtout, le président de la République a laissé planer le doute sur sa visite prévue à Washington la semaine prochaine, car jusqu'à maintenant, Trump a tout simplement réussi à unir les Mexicains face à un nouvel ennemi commun. Pour la première fois depuis très longtemps, d'ailleurs, tous les partis politiques ont décidé de soutenir le président de la République dans les négociations qui doivent débuter la semaine prochaine avec les États-Unis. La classe politique a demandé d'ailleurs au président d'annuler son déplacement à Washington pour éviter de se faire à nouveau humilier. De nombreux intellectuels de tous bords demandent à Benedetto de défendre avec honneur le Mexique, tandis que les députés souhaitent que le gouvernement exige une prise de position de l'ONU au sujet du mur, rebaptisé mur de la honte par les Mexicains. Mais on peut considérer ce mur que veut mettre en place donc Trump, nouvellement élu, comme une chance pour les Mexicains. Pourquoi on le voit comme mauvais ? Honte dans le sens où séparer les gens entre eux. Pourquoi tu vois quoi de bon là-dedans ? À quelque chose malheur et bon, j'ai envie de dire, parce que on lutte contre l'immigration, la migration. Et on a besoin d'un mur pour ça ? Non, parce que ça rentre dans la répression, parce qu'il faut forcément il faut une contrainte pour que la règle soit suivie. C'est le principe de la loi, et il faut qu'il y ait une sanction. Mais au-delà de ça, on va dire, c'est dissuasif ce mur. Mais en fait, quelque part, il incite les Mexicains à construire le Mexique. Parce qu'à partir du moment où tu construis un mur, c'est-à-dire que tu m'empêches de venir travailler à tel endroit, alors moi, là où je suis, je vais réclamer davantage de l'emploi, et je vais faire et donc quand je vais commencer à fouiner, je vais voir c'est quoi mes intérêts également. Là, tu cherches le petit point positif. Oui, c'est ce que forcément, il faut pas y avoir que du négatif, les amis. Il te choque ce mur, Hanan ? Moi, il me choque dans le sens où, effectivement, on empêche les gens de circuler. Et, l'article 13 des droits de l'homme dit qu'en fait, toute personne a le droit de circuler librement. Donc moi, effectivement, ça, c'est un point qui me choque. La construction du mur par qui elle va être financée, peu importe. Mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est toutes les mesures qu'ils souhaitent mettre en place. Donc beaucoup plus de police frontalière, beaucoup plus d'agents d'agents d'immigration, beaucoup plus de juges, beaucoup plus de construction de centres de rétention. Donc ils souhaitent vraiment s'enfermer et empêcher toute immigration en réalité. Alors Donald Trump ne s'arrête pas là dans la provocation, il a conseillé via un tweet aujourd'hui au président mexicain de ne pas venir à Washington, carrément. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Mais de toute façon, on n'empêche pas la migration parce qu'il y a toujours des passeurs, il y a toujours il y a toutes des filières, il y a tout un réseau, toute une mafia. Mais au-delà de ça en fait, il faut voir ce mur, c'est pour répondre à cette image que Trump s'est donnée, pour laquelle il s'est fait élire. À savoir que moi je suis pour l'Amérique aux Américains, c'est ça en fait. Ouais. Et de deux, ça c'est voilà, donc un petit peu nationaliste, donc patriote. C'est un message parce que c'est du marketing. Finalement, il y a un effet sur le personnage, le fait de construire ce mur-là entre le Mexique et les États-Unis pour répondre justement et ça il faut le dire et le redire. Il a été élu pour ça, Trump. D'accord. Oui, mais faut pas oublier quand même un élément important. Mais ça va inciter les Mexicains à rester au Mexique et développer leur pays. C'est ça qu'on faut voir aussi. On n'a pas besoin d'un mur pour ça quand même. Moi, apparemment, si. Partout dans le monde où il y a des murs, moi ça me choque personnellement. Mais bon. Mais c'est pas le même genre de mur. C'est pas le mur de Berlin. C'est pas un mur de Berlin, ça. Ça c'est pas un mur de Berlin. Hakim. C'est pas un mur de Berlin. Oui. Là, c'est par rapport à une main d'œuvre. C'est des gens qui veulent venir travailler et bénéficier des conditions de vie américaines. Hakim, il y a quand même un élément important, c'est que Donald Trump, il a beau faire toutes ces annonces ou signer des décrets, il va falloir que le Congrès le suive, et ça c'est pas gagné. Après il y a l'effet d'annonce. Il y a des effets d'annonce, et je crois il va falloir s'habituer avec lui sur beaucoup d'effets d'annonce. C'est pas faux ça. Ouais. Voilà pour en tout cas l'actualité, j'allais dire américaine et le Trump quotidien. Avec Mouloud qui a une petite info pratique à nous donner. Salut Mouloud. Allô ? Oui, bonsoir Mouloud. Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Salut Mouloud. Bonsoir. Ouais, bonsoir à vous. Je voulais vous informer tout le monde n'est pas forcément au courant, mais ça concerne la carte d'identité française. Ouais. Dorénavant, à partir du 1er janvier 2014, elle est valable 15 ans.
Ouais, et alors? Parce que moi, par exemple, elle a expiré en 2016. Quand j'ai été faire le renouvellement, on m'a dit, monsieur, elle est prolongée automatiquement de 5 ans. Mais le problème, c'est pour ceux qui voyagent. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. C'est très important. Par exemple, ceux qui vont en Algérie. Au retour, on te demande la carte d'identité. Tu vas tomber sur un policier qui va voir qu'elle est périmée. Donc, ce que je voulais dire aux gens, c'est s'ils veulent partir à l'étranger, notamment en Algérie, qu'ils aillent absolument à la mairie pour avoir un formulaire, je l'ai sous les yeux, qui prouve que la validité est dorénavant de 15 ans. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, elle est prolongée automatiquement, Mouloud. De 5 ans, c'est ce que nous dit. C'est-à-dire que ta carte, si la validité est finie, il faut absolument le formulaire. Si tu vas par exemple au Maroc, en Algérie, au retour on te la demande. Voilà, et tu vas tomber sur un policier, lui qui va lire et qui va rien. Très bien. Qui va dire votre carte. Il faut absolument le formulaire. Il est disponible où en mairie. À la mairie. En mairie. Mais donc il sera pas disponible, j'imagine, à la frontière au moment de la PAF, de la police aux frontières. Oui, voilà, au retour. Voilà. Parce que tu peux tomber sur un flic qui va t'emmerder et j'ai connu, il y a des gens qui se sont fait qu'on a presque refusé le retour à cause de ça. Ah oui, d'accord. C'est pour ça il faut absolument, je l'ai sous les yeux, c'est marqué 10 plus 5 en rouge. Ça c'est la pièce d'identité sur la carte la CNI. C'est-à-dire que les pièces d'identité qui ont été éditées du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans est automatique. Mouloud, ça concerne la carte nationale d'identité française. Ouais. Oui, bien sûr. Mais si on est français, ils peuvent pas, ils vont accueillir le français. C'est un là. problème français, c'est pas un problème algérien. Non, oui, c'est au mais retour. quand tu reviens de là-bas. Quand tu reviens par exemple de l'étranger. Tu reviens d'Alger, par exemple. En Algérie, ils te demandent le passeport algérien, mais ils te demandent soit la carte de séjour, soit la carte d'identité. Ah, à l'aéroport algérien. Non. Voilà. Oui, algérien, oui. Et ça concerne aussi le Maroc, la Turquie, tout, parce que là-bas, ils sont pas forcément au courant de la chose. Ah oui, c'est embêtant. Et tu vois, tu te tombes sur quelqu'un, et il faut absolument prouver la chose. Ah, faut prouver. C'est très intéressant comme info. Le formulaire, il est Merci, gratuit. Mouloud. C'est un formulaire qu'il faut absolument emmener avec soi. Mouloud, je résume. Donc, pour ceux qui ont eu faire la demande de la carte d'identité depuis 2004 à 2014. Depuis du 2 janvier 2004, qui a été délivré du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de validité est automatique. Voilà. Mais pour ça, et pour le prouver, il faut aller se procurer ce document en mairie. Moi, j'ai une carte qui est maintenant, elle est en 2016. Ouais. Mais on me la refait pas. D'accord. Le problème ici se pose pas. Mais si tu vas notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, là-bas tu peux tomber. Il y a des gens qui. Oui, on a bien compris, Mouloud. Ok, on a bien compris. Clair, merci mon ami. Voilà. Merci à toi. Et merci pour vos émissions, c'est super, Christophe. Merci Mouloud. À bientôt. 01 40 33 9000, bien sûr, pour échanger avec nous et nous donner des petites infos comme ça, bien pratiques pour nos auditeurs et auditrices, et y compris d'ailleurs pour nous-mêmes, mon cher Hakim. Bien sûr. Parce que je ne savais pas, tu vois. Et moi, je suis concerné. Je pense que toi aussi. Ma carte, elle est jusqu'en 2030, moi. Ah oui. Elle Quoi est toute neuve. 2030? Ben ouais, moi je suis français jusqu'en 2030. Après on verra. J'ai la carte plutôt. Après on verra. Bon, très bien. 01 40 33 9000, on va prendre un appel tout de suite au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous, ça va? Oui, Kamel. Oui. Je dis, bien sûr, je salue vos chroniqueurs. Salut Kamel. Je tiens à dire, vraiment, je salue Mouloud, mais il était un petit peu hors sujet, hors sujet de la question très importante. Oui, mais c'était une info pratique. Bon, on l'a laissé, voilà. Ouais, non, c'est tout à fait normal. Toutes les infos sont bonnes. Infiniment. Pratique, je reviens sur Donald Trump. Oui, Donald Trump, alors. Oui, à mon avis, moi je vous le dirais, d'ici 2 ans, même pas une année, le peuple américain va vraiment, comment dirais-je, il va s'indigner de ce président. On ne peut pas être un homme de la télé-réalité et devenir président. C'est du cinéma. Mais il a été élu par les Américains eux-mêmes. Hein. Quelqu'un qui fait par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, demain il devient moi, à mon avis, vraiment, diriger un grand pays comme oui, mais c'est vraiment, je sais pas comment il a été élu, mais ça me fait rire. Mais l'émission de Cyril Hanouna, c'est en France. Mais les Américains, c'est les Américains. Donald Trump, je me rappelle d'une image qu'il avait faite. Il est monté sur un ring de catch. 2 secondes, Kamel. On réagit à ce que tu as dit, en fait. Pour les Américains, ils ont une mentalité différente des Français. Et pour les Américains, c'est ce qu'ils veulent. C'est un showman. Et Donald Trump, il en aura donné pour leur argent. On va dire ça comme ça, pour leur vote. Je me rappelle d'une image où il était monté sur imaginez le président de la première puissance mondiale. Il est monté sur un ring de catch et il a fait du catch. Il s'est jeté par terre. Il a frappé l'arbitre. Il l'a jeté par terre. Il l'a écrasé. Il a crié. C'est ça qu'ils veulent les Américains. C'est un showman. Oui, je sais, mais voilà, c'est American way of life. Ça fait pas vraiment. On regrette les anciens. Bon, je sais pas moi.
Mais bon, Qui, John Fitzgerald Kennedy, vous regrettez? Sa politique sur l'immigration clandestine, monsieur Christophe, moi, à mon avis, allô? Oui, Kamal, vas-y. On t'écoute. Oui, à mon avis, moi, je peux vous dire que je ne soutiens pas sa politique, mais ce que je tiens à dire, c'est un pays, en général, je parle pas de la France, je parle des États-Unis, ils peuvent pas accueillir indéfiniment une immigration clandestine. Les préfectures ne peuvent pas régulariser parce que, déjà, vu l'inflation, vu l'Amérique, le chômage et tout, donc on peut dire un vase contenu à plein, il ne peut pas encore supporter. Vous allez avoir des classes. Ouais, mais aujourd'hui, cette immigration clandestine, elle permet de faire fonctionner et le vase n'est pas plein, c'est une fausse information. Voilà, le vase n'est pas plein. Tourner l'économie. Vous êtes bien content qu'on ramasse vos poubelles dans vos rues, mon cher ami Kamel? Vous êtes bien oui, content la qu'on balaye vos rues? restauration. Mais ce que je suggère, moi je pense que les politiques, ces présidents-là des Occidentaux, ils construisent dans ces pays en voie de développement des usines, des coopérations avec ces pays pour essayer de pas que ces gens-là ne fuient pas, que ce soit des docteurs et tout. On essaye de faire une coopération avec ces pays pour créer de la richesse dans ces pays, dans leur pays d'origine, et de les essayer de les garder. Ça, c'est un rêve, mais c'est pas la vocation d'un président de s'occuper de la gestion d'un autre pays. Non, mais après, c'est la vocation de tous les États, effectivement, qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Merci Kamel. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler, pour parler de Donald Trump. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, votre prénom. On parlait de Trump, ouais. Oui, bonsoir, votre prénom, monsieur. Amine. Amine, vous nous appelez d'où, cher Amine? Je t'appelle de Créteil, Christophe. Sois le bienvenu, Amine, on t'écoute. Merci. Je suis en direct, là? Oui, t'es en direct, en plein dedans, ouais. Bah écoute, moi, bonsoir à tout le monde. Salut. En tout cas, moi, je suis en désaccord, en fait. Je trouve que Trump correspond tout à fait à ce que veut le peuple américain et à l'Amérique. Et il y en a certains qui vont être surpris. Il va vraiment réussir son mandat, et voire plus, parce qu'on est dans un contexte mondial où les gens, ils ont tellement besoin d'avoir quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui va les faire peur. Oui, mais sauf Amine. Pardon, sauf vous oubliez quand même deux éléments importants, Hakim et Amine. Parce que Donald Trump, certes, était élu par les Américains, mais le système américain permet comme d'ailleurs ce fut le cas dans les années 2000 avec George Bush, il a été élu, certes, mais avec beaucoup moins de voix qu'Hillary Clinton, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous oubliez un petit peu toutes ces manifestations qu'il y a eu lors de l'investiture de Donald Trump. C'était quand même plusieurs milliers, voire 1 million de personnes dans les rues des États-Unis. C'est antidémocratique, ça. Ah, antidémocratique, je sais pas. En tout cas, ce sont des gens qui s'expriment et qui sont pas d'accord avec ce showman qui est Donald Trump. Oui, ils ont le droit de s'exprimer. Bien sûr. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, oui. Ça n'a pas de. Moi, Christophe, pourquoi tu dis on est Amine et. Non, parce que toi aussi. C'est-à-dire, c'est quoi le truc? Non, tu disais, il a été élu par les Américains. Bah oui. Oui et non. Parce qu'il a été élu pas par la majorité. Oui, les grands électeurs, c'est le système qui est comme ça, c'est la règle du jeu. Le système qui est un peu mal foutu d'ailleurs. Non, il a la même pour tout le monde. Hein. Oui, d'accord, mais bon, il a. À partir du moment où les règles de jeu sont les mêmes pour tout le monde, un président peut être élu en ayant les voix minoritaires. Comme c'est un. Oui, mais on va pas rechanger le système de fonctionnement de la démocratie américaine. Oui, les choses elles sont comme elles sont. Il a été élu par les Américains, pas totalement. Moi, je préfère que ce soit un type comme Donald Trump qui a été élu, qui est non interventionniste. Donc il criait pas on va faire la guerre dans la planète. À une Hillary Clinton qui c'est pas elle qui dirige, c'est les gens qui sont derrière. Je parle pas du casting, moi je te parle du système. Moi je te parle du casting, parce qu'autant parler des choses que de pas d'appeler un chat un chat. Ils avaient le choix entre 2 personnes, hein, il n'y avait pas de 10. Moi je m'étais pas présenté à la présidentielle américaine. Ouais, voilà. Ça saurait. Voilà, merci. Donc je préfère que ce soit Donald Trump qui a un discours plutôt on va dire affirmé, décomplexé. Donc d'accord. Honnête. Et de l'autre côté, il y a une contestation populaire. Il est le problème. Au contraire, c'est très bien, Christophe. Bon, bah, très bien. Moi, je vous laisse dans vos idées, d'être des pro-Trump, hein. Écoutez. C'est toi qui le dis. Vous trouvez celui qui a eu, à qui on a filé, parce que le prix Nobel, de la paix, alors que jamais il y a eu de morts. Avec des drones que sur le mandat de Obama. Voilà. Désolé, Obama, s'il voulait vraiment la paix, il n'aurait pas signé plus ou moins la signature de déplacement de l'ambassade américaine à Al-Quds, parce que j'aime pas le mot Jérusalem. Je crois pas, c'est quelqu'un qui veut la paix.
Obama, c'est quelqu'un d'honnête. Pardon, mais pour l'ambassade, pardon, c'était pas du tout Barack Obama, c'était une envie. Non, du tout, monsieur. C'était Donald Trump qui avait effectivement proposé à ce qu'on transfère sous les recommandations de l'ambassadeur américain en Israël, qui lui est un pro colonisateur Israël, qui est pour le grand Israël d'ailleurs. Mais pour le coup, d'ailleurs, Donald Trump aurait apparemment suspendu pour l'instant cette annonce de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Qui à l'initiative de Obama. Ouais, ça, je le confirme pas, mais bon. Regardez, comment il s'appelle, les présidents depuis le 20 janvier, ils n'ont pas à la date de la décision du transfert de l'ambassade, en tout cas le projet de transfert. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'honnête. Hein. Je trouve que c'est quelqu'un qui répond à ce que le peuple américain voulait vraiment. La question des frontières, ça se discute. J'ai lu moi aussi par ailleurs des gens. Ils parlent spécialement des personnes en situation irrégulière. Je crois pas qu'en France qu'il n'y a pas un discours de cette nature-là. Il a parlé. Vous vous rendez compte que Albright aujourd'hui, elle se manifeste en disant que par opposition à Trump, elle se convertirait à l'islam. Albright, Albright qui a assassiné pratiquement un demi-million, qui a trouvé un demi-million d'enfants irakiens. C'est la mort d'un demi-million d'enfants irakiens. C'était la règle du jeu. Voyez. Donc, merci Amine, on a bien compris en tout cas ton propos. Je te remercie de nous avoir appelé depuis Créteil. Un dernier appel sur Trump. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ali. Bonsoir Ali. Oui. Alors Ali, pro-Trump ou anti-Trump toi? Allô, comment? Oui, pro-Trump ou anti-Trump? Pour Trump. Oui. Et je vais m'expliquer. Il faudrait qu'on se souvienne du général Wesley Clark. Pour ceux qui suivent, oui, il y en a pas mal qui suivent, je pense. Ouais. Le général Wesley Clark, après les événements de 2001, il a bien dit qu'il était passé au Pentagone, il a vu des gros pontes du Pentagone, qui lui ont dit, voilà, ils ont décidé d'attaquer l'Irak, alors qu'il y est pour rien, c'est prouvé. Ils lui ont dit qu'il y aura 5 ou 6 pays ou 7 pays qui sont prévus, 7, oui, d'être détruits, dont le Soudan, la Syrie, la Libye et j'en passe. La Jordanie, l'Irak, la Syrie. Voilà. Et donc, Wesley Clark a dit, voilà, il y a eu cette équipe, il y a ces gens-là ont pris le pouvoir aux États-Unis. Alors, chemin faisant, nous avons eu Barack Obama, qui a suivi la même politique de destruction, d'invasion des autres pays, sous prétexte que tel État est antidémocratique, on va faire la liberté, enfin que tout le baratin qu'on connaît, et la destruction de la Libye, de la Syrie, de l'Afghanistan, etc. Donc, ce qui se passe actuellement, le président Trump a été élu démocratiquement par le peuple américain. On n'a rien le droit de dire là-dessus. Il faut être juste. Et cette équipe qui a pris ces gens un petit peu sombres, obscurs, qui ont pris le pouvoir à partir de 2001, ce sont ceux-là même qui sont après le président Trump pour essayer de le destituer par une révolution orange qui se passe aux États-Unis. C'est un conflit interne aux États-Unis dont les manifestants sont manipulés pour sortir dans la rue. C'est une révolution orange comme il y a eu en Ukraine, comme il y a eu en Libye, en Syrie et j'en passe. Très bien. Merci Ali pour votre avis. Merci en tout cas pour votre avis là-dessus. Allez, on va changer de sujet. On va passer à vous envie de trancher dans un instant. On va parler de la délinquance solidaire. Tiens, ça fait référence et écho à ce qui s'est passé et de quelques personnes qui ont été ennuyées, embêtées d'ailleurs. De manière judiciaire pour avoir aidé des migrants, voilà. Tout simplement. Yann souhaite en parler et puis notre ami Hakim va nous parler de l'Afrique. Les Africains, exactement. Dans un instant, vous pourrez évidemment réagir et on va parler bien sûr du débat qui avait lieu hier et qui, pour ma part en tout cas, était un des meilleurs débats qu'on ait pu avoir à la télé, même depuis les primaires de la droite. Ce sont deux hommes, on nous promettait des coups et du sang, finalement il y a eu du respect, mais des différences remarquées et remarquables. À tout de suite. LGF Le Grand Forum, merci d'être avec nous en ce jeudi après-midi, merci d'être avec nous au début de soirée. Ça sent que ça se radoucit un petit peu en France, là, ça fait du bien quand même, hein. Après ce froid polaire, ma chère Hanan, toi qui es responsable des repas Salem et qui distribue donc des repas aux plus démunis, ça va être un petit répit entre guillemets pour les sans-abri là pour le coup. Là, vraisemblablement, oui, les températures remontent. Donc tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. On va pas s'en plaindre, mais bon, on n'oublie pas qu'ils sont toujours dehors. Et on n'oublie pas que c'est toujours l'hiver. Exactement. Voilà. Alors, mon cher Hakim,
Oui. Comme le veut la tradition, c'est le bisoutage et c'est la vie tranchée de notre ami Anan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Après le jingle, tu peux y aller, ma chère Hanan. Nous t'écoutons. C'est bon ? Oui. Ok, donc mon avis solidaire aujourd'hui, c'est sur la situation du logement ici en France. Donc on va parler de ces délinquants solidaires, donc ces personnes qui sont là pour mettre à l'abri les migrants, les SDF notamment, qui leur donnent à manger. Le rôle de l'État également. Donc, les délinquants solidaires et l'État sont-ils capables de mettre en œuvre le slogan « Zéro personne à la rue ». Donc aujourd'hui, être protégé par un toit et manger tous les jours à sa faim dans un système capitaliste qui brasse des milliards d'euros de richesse devrait être un droit fondamental inhérent au principe de dignité. Le principe de dignité, il apparaît dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulée « Dignité ». Donc ce même chapitre contient lui-même un article 1er intitulé « Dignité humaine » et qui énonce que la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Aujourd'hui, l'ensemble du système actuel d'accès au logement, ici en France et plus largement en Europe, est pour moi une insulte à la dignité humaine. Donc petite situation sur la situation des SDF. Donc on a le nombre de SDF qui a doublé en 10 ans. Donc on a environ 150 000 SDF aujourd'hui totalement à la rue, mais également près d'1 million de personnes qui sont privées de domicile personnel. Donc pas des SDF à proprement parler, mais des personnes qui résident en hôtel, en habitant de fortune. Donc 41 000 dans des cabanes, construction provisoire, 100 000 dans des campings, 150 000 personnes qui sont hébergées dans des conditions difficiles chez des tiers, 150 000 en structure d'hébergement, mais également une autre problématique qui est hyper importante à pointer du doigt. Personne ou presque personne n'en parle. On a aujourd'hui près de 3 millions de personnes qui vivent dans des conditions de logement très difficiles, donc c'est-à-dire pas de salle d'eau, pas de WC, pas de chauffage, qui vivent dans des situation de surpeuplement accentué, donc c'est-à-dire dans un F1, F2, on va trouver 10 à 15 personnes dans un même bâtiment. Alors j'oublie pas également le nombre de migrants qui, eux, vivent sans aucune ressource, dans la précarité la plus absolue. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes seulement sur Paris. Donc à cela, en réalité, ce qu'il est effarant de constater, c'est qu'on a un nombre de logements vacants qui est impressionnant. Donc l'INSEE comptabilise aujourd'hui près de 3 millions de logements vacants en France et aucune solution d'État n'est apportée. Donc le DAL aujourd'hui va constater plusieurs mesures de projet de loi, donc notamment proposées par Emmanuel Cos, qui met en avant la loi égalité et citoyenneté, qui propose une dérégulation des loyers HLM fixés. Donc ce qui veut dire que l'État en fait continue à se désengager totalement de ce problème de logement, puisque il pousse en réalité les bailleurs, enfin, il se désengage car il veut réduire ses allocations logement, et que de l'autre côté, les bailleurs sociaux vont chercher à loger des ménages avec des revenus un peu plus élevés que les ménages modestes en réalité. Aujourd'hui, au niveau des constructions, même constat, on a un chiffre de construction record qui cohabite malheureusement avec une augmentation des personnes en difficulté de logement, faute d'offres inaccessibles. Malheureusement, seuls 25% de ces logements construits sont destinés à des ménages modestes et pauvres, alors qu'ils représentent les 3 tiers de la population. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose en réalité, c'est quels sont nos moyens d'action en tant que citoyens, étant donné que l'État se désengage complètement, en tout cas, ne propose pas des actions permettant de répondre à ces problèmes de logement. Donc, les solutions qui sont prises par les associations et les personnes œuvrant dans le social, c'est que tout simplement, elles deviennent en fait ce qu'on appelle des délinquants solidaires, et qu'elles perquisitionnent des lieux inhabités. Elles y installent des personnes, des SDF, des migrants, des familles, les familles les plus
qui sont le plus dans des situations précaires, et en fait elles se mettent en porte-à-faux par rapport à la loi, tout simplement. Merci Hanan. Hakim, une petite réaction par rapport à cet avis tranché sur le SDF. C'est quand même, moi je retiens un chiffre, c'est 3 millions de logements vacants. Voilà, près de 3 millions C'est de énorme. logements vacants. Logement, c'est pas les bureaux là. On n'a même pas compté les bureaux où c'est ouvert toute la nuit, il y a personne à l'intérieur. Alors là, on parle juste de logements vacants. Donc il y a des taxes qui sont voilà, qui doivent réclamées, être payées, des taxes dissuasives, mais qui aujourd'hui n'ont aucun effet sur les bailleurs, parce que elles sont appliquées 24 mois plus tard, et qu'en réalité, quand vous avez un logement vacant, vous n'allez pas forcément le déclarer. Donc c'est aussi à nous citoyens en réalité, et ça se fait de plus en plus, de dénoncer, entre guillemets, ces logements vacants. Je pense que c'est surtout aux citoyens de dénoncer cela, d'aller interpeller leurs élus. Aussi, il y a l'association que tu as cité, le DAL. Alors il y a le DAL, effectivement. Au niveau associatif, mais il y a que qui revient en fait. J'entends que moi sur le terrain. Alors DAL, si tu veux, c'est une organisation qui est là depuis les années 60, donc qui a du poids. Mais vous avez plein d'autres petites associations qui font ce travail et qui elles-mêmes vont occuper et perquisitionner des logements vacants, des locaux d'État. Des bâtiments d'État. Tu as cité que l'État aussi, il devait assurer ça. Il y a une charte, il y a un pacte qui est... Alors l'État lui-même aujourd'hui... Il contraint les... Alors il contraint de par la loi en fait. Il y a une loi qui dit que il est pas... Enfin, on a un délai en fait où le logement ne doit pas être inoccupé. Il ne doit pas dépasser tel délai. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui il n'y a aucun effet. Mais le fait qu'il soit squatté, est-ce qu'il y a une tolérance de l'État ? Alors, parce que c'est ça en fait le truc sur le quoi non ? Aujourd'hui non. En tant que vous avez des personnalités, des associations qui vont squatter des lieux vides, voilà. Derrière, vous avez des procédures administratives qui sont mises en place, qui vont prendre entre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc non, aujourd'hui, occuper un lieu privé, c'est illégal. Par contre, occuper un lieu public qui est vacant, aujourd'hui ça s'appelle la réquisition citoyenne. Et ça a été légalisé. Très bien. Voilà. Eh bien, merci en tout cas Hanan de nous en avoir parlé. Mon cher Hakim, on va parler avec toi de l'Afrique. Alors c'est surtout des Africains. Dans mon avis tranché du jour, c'était une réflexion toujours que je voulais partager avec vous, cher Christophe, Hanan et nos amis auditeurs. Et c'est l'avenir des Africains est en Afrique, comme a été et demeure l'avenir de la construction de l'Occident. Alors, l'avenir des Africains en Afrique, ça ne veut pas dire... on peut penser que les Africains qui habitent hors d'Afrique, c'est-à-dire en Australie, en Chine, au Japon, en Russie, partout ailleurs, en Europe, en France, aux États-Unis, doivent rentrer en Afrique. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, moi, donc je suis français, d'origine africaine, donc nord d'Afrique, plus précisément en Algérie. N'est-il pas temps que je considère mon épanouissement, mon émancipation en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen français également, n'est-il pas temps que je considère comme étant une source d'émancipation que ce pourquoi et sur quoi l'Europe, et plus précisément la France elle-même, s'est bâtie, à savoir l'accès illimité, quasiment, pendant près de 200 ans, aux richesses du sol africain. Le pétrole, le diamant, le cuivre, les gaz, toutes les sortes de métaux précieux, mais aussi le cacao, ça peut être le sucre, tout ce que l'Afrique détient quasiment exclusivement dans son sol. Donc les gens qui ne sont pas nécessairement d'origine européenne, d'origine africaine, donc les Français de l'époque il y a 200 ans, ou là, les Anglais, les Portugais, les Italiens, les Européens, ils sont, ou les Belges encore, quand on voit la République du Congo, donc avant on s'appelait le Congo belge, donc après il est devenu Zaïre, et puis après c'est divisé en deux, donc ils se sont servis allègrement de ces richesses. Et donc la division économique et sociale entre les pays du Nord et les pays du Sud qu'on nous a appris à l'école, c'est eux qui avaient les matières premières, et puis les matières premières elles regagnaient l'Europe, elles étaient transformées et les produits finis étaient revendus en Afrique. Donc tout ce modèle économique qui a favorisé justement l'emploi en Europe, qui a favorisé l'économie en Europe, en Occident, et qui a forcément défavorisé par manque d'infrastructures industrialisantes en Afrique, ex et colonie,
ex-colonies, donc belge, colonie italienne, colonie portugaise, colonie française, colonie anglaise. Et donc, cette industrialisation qu'a connue l'Europe n'a pas eu lieu en Afrique. Ce qui fait qu'il y a les flux migratoires, qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent. Donc Anan a parlé tout à l'heure de s'occuper des migrants, mais les migrants majoritairement qu'on retrouve ici à Paris, donc on va parler de Paris parce qu'on est de France, on est français, les Érythréens, les Soudanais, les Somaliens, les Maghrébins, les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, c'est vient d'Afrique. Donc ces gens qui viennent d'Afrique, ils fuient l'Afrique parce qu'il n'y a rien là en Afrique. Mais en fait, il y a tout en Afrique. Donc la réflexion que je voulais partager avec vous, c'est que nous, finalement, les Africains français, d'origine africaine, peut-on considérer sérieusement que notre avenir, enfin notre position, déjà d'avoir cette double culture, d'Africains et d'Européens, plus précisément de Français, en fait, on a le luxe de pouvoir bénéficier de, entre guillemets, nos entrées en Afrique, parce que c'est le pays d'origine de nos parents, d'accord? On a une facilité au niveau de la langue, au niveau des coutumes, de la culture, hein. Donc, d'aller bénéficier de cette expansion économique, et de cette croissance économique qui a cours aujourd'hui dans bon nombre de pays d'Afrique, donc voilà, et sortir de tout vouloir gagner comme argent, comme subsistance sur le sol français. Aujourd'hui, Pardon, excuse-moi Hanan. Et donc, je prends l'exemple très concret d'un ami d'origine malienne, il avait 4 boutiques. À Châtelet, ici dans le 18e, là, à Clignancourt. Et puis il a tout vendu, cher Christophe, cher Hanan. Il a vendu ses boutiques. Il est rentré au Mali. Il a acheté une espèce d'entrepôt comme ça, il fait 2000 mètres carrés. Il a acheté, avec son argent également, 3-4 machines de travaux publics. Et il a placé ces machines là-bas. D'accord? Il ramène petit matériel de construction au Mali. Et il m'a dit, je cartonne Hakim. Comme ça, c'est un ami, hein. Donc je lui passe un petit bonjour s'il nous écoute. C'est donc Moussa et Mokobe, des amis maliens, d'origine du Mali plutôt. Et donc, ils sont là-bas et ils se portent très bien. Encore une autre anecdote d'un ami qui est, et ça sera la dernière petite anecdote, un ami qui travaille à l'aéroport de Charles de Gaulle, qui est à la sécurité, vous savez, où on fouille les bagages. Et il reçoit, donc lui il est d'origine marocaine, c'est un Marocain d'origine, et il y a les voyageurs. Et puis ils discutent comme ça, il y a eu une discussion avec quelqu'un qui venait du Sénégal. C'est un Français, donc il est d'origine française, hein, de quelque part en Auvergne ou en Bretagne, et qui dit ça à mon ami, mais qu'est-ce que vous faites encore, vous, les Français d'origine africaine, l'avenir il est là-bas, il est installé là-bas, ce passager qui venait ici en vacances, il est commerçant. Il vit très très bien, donc il a sa femme et enfants là-bas, il est commerçant, et il était venu ici pour dire pour ses affaires, et il disait dans cette discussion, mais bon sang, c'est là-bas où il y a du business, c'est là-bas où ça se développe grave, il y a besoin de votre savoir-faire que vous avez pu acquérir ici, il y a besoin de votre envie, allez-y, l'Afrique elle a besoin de développement, et lui-même l'a compris et y est. Donc voilà, donc considérer, tout comme a été et demeure toujours l'avenir et la construction européenne, que l'Afrique, c'est l'avenir des Africains aussi. Voilà. Et tu t'appliques cette règle à toi, mon ami Hakim? Avant t'envisages? Moi, je réfléchis. Donc, je suis dans une réflexion. Moi, je préfère réfléchir. Enfin, je réfléchis, mais je m'interdis pas à la fois en tant que Français et d'origine algérienne ou bien maghrébine. Hein. Moi, je me considère plus comme un Nord-Africain avant d'être algérien. On va dire ça comme ça. De faire quelque chose là-bas et continuer mes affaires ici. Au contraire, je trouve que c'est même toi, une tu veux chance. te servir des deux, toi? C'est pas me servir des deux. Non. C'est que je suis les deux. Moi, personnellement, je suis français. Donc, j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes classes jusqu'à le bac, la fac, l'école de commerce. On a tout fait, même mon travail et tout ça. Et donc, j'ai fait plus mon histoire personnelle est plus en France qu'en Afrique. Mais j'ai le luxe, finalement, de par mon histoire, de pouvoir développer des choses là-bas également. Voilà. Ouais, très bien. Pareil, ouais. Donc j'invite à cette chose, réflexion. Rester en France et, voilà, parce qu'on entend souvent au Maroc et avoir une activité complémentaire là-bas et venir soutenir les initiatives locales déjà. Voilà, un exemple là, par exemple. Voilà. Et donc les bon c'est bien. Écoutez, on pourrait demander éventuellement à nos auditeurs qu'en pensent-ils. Ça peut être une bonne idée. Ouais. C'est vrai, Hakim. Pourquoi s'en priver alors qu'on a cette possibilité? On est et pourquoi il y a tellement de Français qui partent travailler en Afrique? Parce que voilà, il y a du travail là-bas. Mais grave. Et puis il y a la douceur de vivre, la nourriture, le soleil.
Oui. Voilà. Enfin. En permanence ou presque. Voilà. Allez, merci beaucoup Hakim. On va parler maintenant de ce débat. 5 millions et demi de téléspectateurs hier soir devant le débat d'entre-deux tours de la primaire de la gauche. Benoît Hamon et Manuel Valls peuvent s'en féliciter. Meilleure audience TV de la soirée, meilleure audience de tous les débats de cette primaire. Il faut dire que l'on nous annonçait un match sanglant. Les oppositions ont été claires, mais la tension est nettement redescendue. Fin de la séquence tension et menace donc, mais sur le fond, on a bien vu que plus que jamais, deux hommes que tout oppose, ou presque, en tout cas, gauche qui se veut crédible, c'est Manuel Valls, contre gauche qui veut inventer un futur désirable, formule de Benoît Hamon. Manuel Valls qui a donné sentiment de jouer en contre, de chercher avant tout à décrédibiliser son adversaire. À un moment, résume ce sentiment, Benoît Hamon d'entrée dit vouloir affronter la droite et l'extrême droite, quand Manuel Valls se concentre sur, dit-il, ce qui fait débat entre nous. Alors, si le ton est redescendu, là, la question demeure, comment se rassembler pour les socialistes après le scrutin dimanche? Ça n'est tellement pas évident qu'aujourd'hui, ce classique, la traditionnelle photo entre deux ex-adversaires post-scrutin, eh bien ce traditionnel cliché ne semble évident pour personne. La première passe d'âme se fait sur le sujet du travail, un sujet qui divise profondément les deux adversaires, Manuel Valls et Benoît Hamon. Je propose d'écouter un extrait. Je suis convaincu que le travail ne va pas disparaître. Il change, il se mute, et nous devons, nous, accompagner ces mutations. Et moi, je ne veux pas une vision qui consisterait à dire, au fond, le travail disparaît, on s'y résout, et on distribue un revenu à chacun. Non, moi, je crois toujours à la nécessité d'avoir un temps de travail prévu par la loi, et il faut toujours défendre cette idée-là. Donc, ce que les Français demandent, c'est de travailler davantage, c'est d'être mieux qualifiés, mieux formés pour affronter le défi de l'emploi. On va commencer le débat, puisque là, moi, j'ai un désaccord important avec Manuel Valls. Je pense que tu n'as à opposer aux études qui existent aujourd'hui sur l'impact de la révolution numérique sur le travail que ta foi, ta croyance qu'il ne va pas y avoir de raréfaction du travail. Or, aujourd'hui, on constate que elle a commencé, cette raréfaction du travail. Et moi, je pense qu'il vaut mieux anticiper un processus, quitte à ce qu'on se trompe demain, en équipant en droit celles et ceux qui connaissent. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de travail. Alors ça a été comme ça toute la soirée, respectivement Manuel Valls donc, et Benoît Hamon sur le plateau de France 2 et TF1 hier soir. Sont donc un débat où le respect a primé, Hakim et Anan, et où on a vu donc deux hommes totalement opposés sur beaucoup de sujets. Le respect, moi, il m'a été inspiré par Benoît Hamon, dans ses positions, dans ses réponses. Ensuite, Manuel Valls, moi j'attends vraiment de ce dimanche 29 dans les urnes, qu'ils ne reçoivent pas une simple gifle d'un breton, mais que ce soit un gros coup de poing électoral par les Français, cette fois-ci réunis ensemble contre lui. Je trouve que de le voir encore ici, à cette primaire, je trouve que c'est insultant pour la gauche elle-même. Je trouve que Manuel Valls, ce n'est pas quelqu'un de gauche. Tous les Français. C'est pas quelqu'un de gauche, il n'est pas socialiste. Manuel Valls est simplement une pâle copie de Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas, elle est où l'émancipation sociale des Français, la lutte sociale que prônent les socialistes dans les propos et dans le comportement de Manuel Valls. Le fait juste qu'il soit à cette primaire, ça me... Vous savez que c'est une ancienne féminine qui est sa porte-parole? Non mais le fait que... Je vous le dis, en plus, au passage. Voilà. qu'il soit c'est pour ça qu'il est féministe d'ailleurs. Il n'est pas féministe, c'est faux. Les féminines ne sont pas féministes. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut nous vendre en tout cas. Aujourd'hui, les véritables féministes, c'est-à-dire les femmes qui mènent un combat pour être libres et choisir leur vie, c'est bien la femme musulmane voilée. Je ne vois pas un autre combat que la femme musulmane voilée. Soit. Alors, pour revenir à ce débat proprement parlé, que tu n'as pas regardé. J'ai pas regardé, mais j'ai vu les résumés parce qu'on peut regarder les vidéos. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui sur Internet pour voir un peu ce qu'il en est ressorti. Il a été excellent, moi je trouve, Benoît Hamon. En tant que socialiste, il a été excellent. Il a été excellent dans le sens où effectivement Manuel Valls a cherché à le décrédibiliser. Mais il est resté droit dans ses bottes. Sauf que Benoît Hamon a répondu coup pour coup et à tout ça avec droiture, justesse et respect. Et respect. Voilà, c'est là où c'est vrai on nous a vendu un débat où ça allait cogner, où il y avoir du sang. C'est ce que Valls attendait. C'est ce que Valls prévoyait peut-être de faire. En tout cas, en fait ça s'est passé tout autrement. Parce qu'il faisait des pics, je pense que c'est Benoît Hamon qui a imposé
qui a imposé la maîtrise du débat, et surtout il en est sorti vainqueur puisque d'après un sondage après donc ce débat, 60% des Français ou des téléspectateurs qui ont regardé le débat ont été satisfaits par Benoît Hamon, qui a été jugé le plus convaincant. Hanan, est-ce que ça te choque toi que Manuel Valls utilise, ou plutôt que ses modèles en matière de défense de laïcité soient Caroline Fourest et Elisabeth Badinter? Extrêmement choquant. On sait ce que prônent ces femmes. Ça reste quand même c'est un représentant de la gauche. Et aujourd'hui, dans son discours, dans les références qu'il donne, on est tout sauf sur un homme politique qui représente la gauche. Qu'en avez-vous pensé, vous, de ce débat? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sondage? Est-ce que c'est pour vous Hamon qui a gagné ce débat? 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Abdelrahman. Vous avez regardé le débat hier soir? Oui, j'ai regardé. Moi, est-ce que je peux revenir sur les États-Unis, puis je donne un avis aussi sur l'Afrique, s'il vous plaît. Les États-Unis, c'est fini, l'Afrique aussi, mais on parle du débat là. On fait pas de hors-sujet, Abdelrahman. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je donne un avis sur le débat, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour Hanan et bonjour Hakim Rahal. Bonjour, cher auditeur, cher ami. Oui, donc, concernant moi le débat d'hier, Benoît Hamon, il m'a convaincu. Enfin, il m'a convaincu parce qu'il est cohérent dans sa manière, par rapport à son programme. Ouais. Donc, on voit une cohérence totale. Et puis, il parle vrai quand il parle de l'économie. Il parle pas en virtuel. Il parle vrai parce que quand il dit que d'ici quelques années, il y aura beaucoup d'emplois qui vont disparaître par rapport, par exemple, dans les centres commerciaux, il y a des caisses automatiques aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Moi, je travaille beaucoup dans les établissements recevant du public. Ouais. À l'époque, on avait 30 caisses dans les Carrefour et Auchan. Aujourd'hui, vous allez dans des Carrefour, vous trouvez la moitié. C'est-à-dire les 15 caisses sont remplacées par l'automatisme. Donc, l'emploi, de plus en plus, on perd de l'emploi. Donc, et puis concernant les musulmans, il y a deux poids deux mesures. Monsieur Valls, pour moi, c'est un raciste, quoi. Il a toujours dit que la religion musulmane, elle n'est pas compatible avec la République. Donc on voit qu'il est contre nos femmes, il voit qu'il est contre le voile et contre les musulmans, contre nous. Donc moi... au-delà de tout ça, Abdelrahman, si je peux me permettre, il y a quand même une certaine confusion qui essaie d'entretenir Manuel Valls et beaucoup d'autres, à faire la distinction entre le voile, donc le hijab, et le voile intégral ou le burqa ou coquesse, ce qui a absolument rien à voir. Et c'est vrai que les Français qui peut-être ne connaissent pas forcément, j'allais dire, ne font pas la distinction ou la différence entre le hijab et le voile intégral. Et aujourd'hui, déjà, quand tu dis hijab, Christophe, c'est foulard, c'est un foulard. Oui, foulard, oui. Hijab, foulard. C'est un foulard, mais... Non, mais il faut bien comprendre la différence. Ce monsieur, il mélange tout, il est contre les musulmans tout court, parce que le voile intégral aujourd'hui en France, quand même, il y a même pas 100 femmes qui sont concernées. Non, mais aujourd'hui, même quand il a face à lui... Là, ce monsieur, il est contre nous, quoi. Il est contre les musulmans, parce que il l'a dit plusieurs fois que la religion musulmane, elle n'est pas compatible avec la République. Avec sa vision à lui. Oui, voilà. En même temps, il veut mettre en doute la loi de 1905. Il veut la réécrire, alors qu'il lui-même, il y contrevient à cette loi. Alors que de l'autre côté, il dit qu'il y a déjà la loi, elle est là, nous, on doit juste appliquer la loi. En plus, il veut parler même de l'université, il veut interdire le voile à l'université. Oui, alors Benoît Hamon est contre, hein. Ah oui, Benoît Hamon, il est clair, il dit qu'il y a la loi de 1905, mais moi je respecte la loi de 1905, en même temps, c'est pas un danger public aujourd'hui le voile, alors que ce monsieur, il le considère comme un danger public, c'est comme si une arme à feu. C'est-à-dire aujourd'hui, ma femme, ou mes enfants, ou ma fille, si elle porte le voile, elle est considérée, c'est comme si une femme qui est armée avec une arme à feu. Mais c'est très dangereux. Aujourd'hui, là où l'insulte est même la plus grave, c'est que quand il a face à lui des femmes qui portent le foulard, qui expliquent qu'elles sont parfaitement intégrées à la société, que ce sont des femmes d'affaires, il leur répond encore non. Vous n'êtes pas en droit de porter ce foulard en réalité. Il faudrait porter plainte contre Valls pour non-respect de la laïcité. Et quand on lui explique que c'est notre droit et que c'est une liberté... Le roi est un royaume. Alors ce monsieur, il a été naturalisé que dans les années 80. Alors moi, mon grand-père, il était déjà là. En 1934, il était déjà en France. Mais je ne me prends pas plus français que les Français. Merci, il a été naturalisé dans les années 80. Il se prend plus français que les autres. En plus, il donne des leçons aux Français qui sont issus depuis des siècles et des siècles. Merci Abdelrahman pour votre avis en tout cas. Donc vous êtes bien d'accord avec la majorité des téléspectateurs, 60% d'entre eux en tout cas ont jugé Benoît Hamon plus convaincant.
En un mot, Hakim, donc un petit pronostic pour dimanche, Benoît Hamon pour toi? Alors pour moi c'est Benoît Hamon, à moins que il trafique les urnes, Valls. Oui. Voilà. Mais surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que les amis, n'oublions pas que Valls était en charge, était Premier ministre. Oui. Et qu'il a fait passer le 49.3 6 fois. Oui. On n'oublie pas ça. Et le fait qu'il passe à cette primaire, au second tour de la primaire, c'est déjà une très grande victoire pour Manuel Valls, qui en faisant des débats, en faisant campagne, il est en train de faire oublier aux Français le 49.3. Place de la République, nuit debout, les gens qui faisaient tabasser juste pour protester. Ils ont un peu oublié. Ils ont oublié. Anan, Benoît Hamon pour toi va gagner la primaire? Moi, Benoît Hamon, parce qu'effectivement, il faut qu'on se déplace aux urnes dimanche. Il faut effectivement qu'on n'oublie pas faut sanctionner Valls. Cette humiliation qui nous a été faite. Nous, donc c'est toujours un vote contre, en fait. Alors là, aujourd'hui, c'est un vote contre Valls, mais par contre, un vote. C'est pas un vote d'adhésion. Si, Benoît pour Hamon, parce qu'effectivement, dans son discours, il a un discours qui rassemble. Ouais. Le RMU, moi, je suis pour, effectivement, pour avoir le droit à cette dignité humaine dont je parlais tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas même avoir un pouvoir d'achat qui est supplémentaire. Allez, pub, tout de suite, on est de retour avec le j'aime ou j'aime pas, puis on va parler un peu de l'affaire Penelope Gate. LGF avec Hanan Zawani qui est avec nous, responsable des repas du Salem, et Hakim Ral, commerçant. On essaye, Christophe. Un grand commerçant. Oh, tu parles un tout petit. Ah oui, attends. Je crois que dans la vie tranchée, j'ai invité à faire du commerce en Afrique. Oui, c'est vrai. Je vais pas aller chercher du pétrole et du gaz. Ça m'a étonné de ta part d'ailleurs, je tiens à te le dire. De quoi? D'investir Ouais. Ah non, moi je kifferais, pardon. J'aimerais beaucoup. Non, mais tu peux le dire, vas-y, on est entre jeunes. L'Afrique, elle m'intéresse, le Sénégal, le Mali, le Maroc. L'Algérie, grave. Mais tout en restant ici, toi, par contre. C'est pas faire le choix de partir directement t'installer là-bas définitivement. Mais non, on est France, c'est difficile. Ouais, non, mais d'accord. C'est-à-dire, tu demandes de faire le choix, par exemple, de partir directement. En Israël, directement, ils font la Alia, par exemple. Ceux qui font la Alia. Ouais, ou bien d'autres, ils font la Hijra. Et oui, c'est ça. C'est autre chose, ça. Alors, on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. Ah, c'est un moment que j'aime bien dans cette émission. C'est parti pour le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Donc un peu comme le principe des réseaux sociaux, Hanan, j'aime pas, et on a rajouté la mention je m'en fous. Je donne des petites infos. Donc deux frères marocains ont décidé de se lancer dans un concept assez novateur, c'est le halal bio. Super, j'aime. Ouais, j'aime beaucoup. Il en faut, et d'ailleurs je me demande bien si le halal, c'est pas intrinsèquement bio. Exactement. Parce que c'est la respect de. Non mais la nourriture de l'animal en fait, c'est ça. Non, puis même la manière dont on va l'élever dans le respect. Exactement. Ouais. Plus que sa nourriture. Donc on aime alors, hein. Ouais, grave. On en a parlé tout à l'heure, mais je vous le donne quand même. Donald Trump aux États-Unis donc a signé ce fameux décret pour lancer la construction du fameux mur à la frontière avec le Mexique. On aime pas, on s'en fout. Moi, j'aime. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il aime. Ouais, j'aime parce que ça, au moins c'est visible et les Mexicains ils vont devoir réfléchir au lieu d'aller constamment migrer vers les États-Unis, construire leur pays. Hanan. Non, moi j'aime pas. Je suis pour la liberté de circuler. Très bien, moi aussi. Près de 2 millions d'Algériens se sont rendus en Tunisie en 2016 et ont ainsi sauvé quasiment la saison touristique des Tunisiens. Bah oui, on aime, c'est très bien. Parce qu'avant, encore une fois, d'être algérien ou tunisien, on est maghrébin, c'est une solidarité entre les peuples, c'est très bien. Très bien, alors parfait, on continue donc d'aller en Tunisie évidemment. On évoque une alliance algéro-russe pour mettre fin à la guerre en Libye. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oh là là, ça c'est beau ce que tu viens de dire, Christophe. C'est beau, j'aime bien sûr qu'on aime. Et il est temps que... Attends, Anna n'a pas dit si elle aimait ou pas. Hein. Ah oui, pardon, vas-y Anna, je l'ai commenté en fait. Non, moi je vais pas dire je m'en fous, mais il y a tellement d'autres problèmes par rapport à la Russie. Enfin, tout ça c'est un peu... Anan, les migrants à qui tu donnes la nourriture, ils viennent beaucoup de Libye. Là tu as dit... Muammar Kadhafi, Allah yarhamou. Non mais c'est Algéro, il a dit. Oui, j'ai dit, je répète. C'est pour la situation libyenne. On évoque. Libyenne, j'ai entendu Russie, moi. Non, on évoque une alliance. Une alliance algéro-russe pour mettre fin à la guerre en Libye. Ah oui, très bien, donc j'ai pas entendu. Ah non, c'est génial, pardon. Est-ce que la France, elle continuera à prendre 35% du pétrole libyen? Ça, c'est pas signifié. Bah, à mon avis, si les Algéros et pas les Algériens et les Russes s'y en mêlent, ils vont écarter la France. Ouais, c'est vite dit. Hein. Oui, je pense, on verra en tout cas. Le chef de la mission palestinienne en France déclare, il s'appelle Salman Erfi, voilà. La reconnaissance d'Israël par l'OLP n'est pas une carte blanche pour toujours. Franchement, ça veut dire quoi mission palestinienne déjà?
Déjà, même chef de la mission palestinienne en France. Pas un chef d'État, un ambassadeur. Non, c'est un genre d'ambassadeur, ouais. Et pourquoi on n'appelle pas ça ambassadeur? Parce que le pays n'existe pas, il est pas reconnu, c'est ça? Peut-être. Eh ben voilà, non, moi le titre déjà il est bizarre. Oui, mais au-delà du titre. Ouais, c'est bien, ouais, on aime bien. Il y a du lien, de la communication entre les gens, le fait qu'ils sortent et puis qu'ils aillent porter la parole des Palestiniens, pourquoi pas? Hanan? Pareil, j'aime bien. Très bien. Tiens, en Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a voté la création d'une commission d'enquête sur le retour des djihadistes. Ah bah oui, c'est bien. Il faut enquêter. Parce qu'on sait que le nombre des Tunisiens qui ont rejoint la Syrie aux côtés de Daesh, je crois que c'est 5000 ou 7000 Tunisiens. C'est énorme. Et bien sûr, il va falloir qu'ils... et puis c'est vu que Daesh, ça y est, ils ont fait leur temps. Ils vont rentrer, on va dire, à la maison. Il va falloir les contrôler, encore heureux. Bien sûr, c'est très bien. Maintenant, je sais pas comment les Tunisiens... Enfin, je sais qu'ils pourront le faire. Mais comment vont-ils gérer des gens qui ont subi des entraînements ou bien qui sont partis aux côtés de Daesh? Je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer ça. Alors, cette commission d'enquête, ma chère Hanan, elle est la bienvenue. J'aime bien. Ouais. Tiens, ça va te parler, ça, Hanan. Un débat qui se durcit au Maroc au sujet de l'interdiction et de la vente de la burqa. Ouais. Ça se corse, les débats deviennent un peu houleux. Sur le coup, on n'aime pas le fait de débattre. Alors, le fait de débattre ou d'avoir interdit? Alors le fait non, de... le fait ta question là, Christophe? Le fait de débattre surtout sur le sujet. Le fait de débattre, oui, on aime, parce qu'effectivement, d'un côté, on a le burqa qui doit absolument être interdit parce que des problèmes sécuritaires, etc., et de l'autre, des femmes à qui... Ah non. J'ai dit qu'on est là pour débattre. Et des femmes, de l'autre côté, on a des femmes à qui on doit laisser cette liberté de le porter ou pas. Ouais. Donc d'un côté, on a les questions identitaires, sécuritaires, pardon, et de l'autre, la liberté de le porter. Alors, l'histoire de la burqa au Maroc, c'est déjà juste le titre, là on est en train de parler français, burqa c'est en Afghanistan. Ouais. Au Maroc et dans tout le Maghreb, ma grand-mère et encore des femmes, elles portent l'adjar, on dit ça en... Nous c'était l'adjar, pour reprendre le mot, parce qu'apparemment burqa c'est pas un mot français. L'adjar, c'est en couvrir le visage avec un petit voile brodé blanc, c'est ma grand-mère elle avait ça en Algérie. C'est-à-dire que c'est bien connu que dans les sociétés musulmanes, la Mauritanie, le Tchad, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les femmes se couvraient le visage parce qu'on retrouve ça dans la tradition culturelle musulmane. Ouais. Donc pour moi c'est vouloir faire le jeu des islamophobes. Par contre, aujourd'hui, concernant les cultures de hashish, il n'y a pas d'interdiction là, non? Non, aujourd'hui, ce qui se passe au Maroc, c'est que les Marocains eux-mêmes dénoncent ça. Non, c'est pas ça, Hakim. Ah, vas-y, Hanan, remets les choses dans le contexte. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de vol. On n'arrive pas à identifier les personnes. T'as des personnes qui rentrent dans les hammams, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Il suffit de demander d'enlever son... un contrôle. Non, mais aujourd'hui, c'est les Marocains qui demandent effectivement à être plus sécurisés. Voilà, donc c'est une problème d'islamophobie là. Marocaine. Voilà, marocaine. Ouais, non, et une petite info pour finir, une dernière. Bon, celle-là, je vous demande même pas si on aime ou on n'aime pas, mais je vous la donne quand même. Ce sont 3 hommes de 18, 20 et 25 ans qui ont été arrêtés pour avoir, violé une femme et avoir filmé sur Facebook. C'est quoi ça? Ouais. J'ai pas. C'est où ça? Ça se passe en France, mon cher ami. 3 hommes de 18, 20 et 25 ans ont été arrêtés après avoir violé une femme en direct sur Facebook. Comment ça? Ils se font filmer faire un acte de... vous savez qu'il y a la fonction vidéo direct sur Facebook. Donc ils ont fait la fonction vidéo direct et ils ont violé une femme. Et 3 hommes ont été arrêtés. Comment ça? Tu filmes en train de faire un cambriolage ou un acte hors la loi? Eh ben écoute, ils ont pas été très malins pour le coup, c'est clair. C'est bizarre cette histoire, hein. Bon, voilà pour le j'aime ou j'aime pas avec Hanan et Hakim. Merci. C'est déjà fini? Je vois que quand même sur le sujet de la burqa, ça dialogue, hein. Mais c'est vrai. Mais la liberté des gens de s'habiller comme ils veulent, on va pas interdire. Est-ce qu'ils interdisent aux gens de mettre des micro-jupes? Mais en même temps, il faut écouter celles des autres. Tu sais que tu n'es pas sans savoir, Hakim, qu'il y a eu des problèmes. Être protégé. T'as dit que c'est pour aller au hammam, on sait pas si c'est un homme ou une femme qui rentre. Aujourd'hui, les Marocains, ce qu'ils dénoncent, c'est des problèmes de sécurité. Pourquoi avant il y avait pas? Ça a toujours existé les hammams au Maroc. Ça a toujours existé des hommes qui se déguisent en femmes. On a de plus en plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui vont porter la burqa, et les Marocains se rebellent contre ça. Donc la burqa, c'est-à-dire qu'on ne voit que ses yeux, et qu'il y a des problèmes de vol. On n'appelle pas ça burqa déjà. Oui, alors. Quel terme déjà, ma grand-mère c'était un voile intégral où on voit juste les yeux. Ça peut être un masque. Pourquoi burqa? C'est un mot importé d'Afghanistan. Burqa. Faut arrêter avec le mot burqa. Mais là, on parle de ce vêtement. C'est un voile qui couvre le visage. Non, mais là, c'est pas qui nous couvre, qui couvre le visage. C'est qui couvre le visage et on ne voit que les yeux. Ça, c'est le niqab, ils appellent ça. Et le sétab, ça couvre tout en arabe. Et ben là, c'est de ça dont on parle. Mais ça a toujours existé.
Pourquoi on l'appelle burqa comme par hasard? Oui, mais je vous dis que ma grand-mère. Peu importe. Aujourd'hui, les Marocains eux-mêmes, notamment mes tantes et ma grand-mère déjà, il y a 10-15 ans, Allah yarhama, était contre ce vêtement parce qu'elles ne savent pas qui est-ce qu'elles ont en face d'elles. Et que t'as des personnes qui vont rentrer dans le premier, tu sais, le premier local du hammam où personne n'est obligé de se déshabiller. Et en fait, il se trouve que parfois c'était des hommes. Alors, ils se baignent en niqab, les gens? Quand tu rentres la première fois au hammam, tu sais très bien, Hakim. Non, je suis jamais rentré dans un hammam de femmes. Mais un hammam d'hommes, c'est la même chose. T'as une première salle. Hall d'entrée, ouais. Voilà, où t'as un hall d'entrée. Et bah là. Les gens sont déshabillés dans ce hall d'entrée? Les gens ne sont pas déshabillés. Là, c'est l'accueil, ça. Bah, tu me laisses parler. Là, des fois, ils ont trouvé des personnes qui mettaient leur voile sur le visage, leur niqab, voilà. Ouais. Et en fait, c'était des hommes. C'était pas des femmes qui étaient là, attendent et puis qui regardaient les femmes se déshabiller. Oui, mais tu peux pas savoir parce qu'on voit que ses yeux. Voilà. Et oui, mon ami, c'est qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Et après, c'est surtout, je pense, pour le Maroc, c'est pour des questions sécuritaires, tout simplement. C'est pour des questions sécuritaires. Et qu'ils veulent pas qu'il y ait une montée de l'intégrisme. Et je pense que avec l'intégrisme. Ma grand-mère était pas intégriste. Calmez-vous là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ça a toujours existé dans la culture musulmane que les femmes, par pudeur, se cachent le visage quand il y a des hommes. Maintenant, l'excuse de tout sécuritaire. Moi, je suis contre. C'est n'importe quoi. Si quelqu'un rentre dans un lieu réservé pour les femmes et c'est un homme, et ben il est puni, tu dégages, tu restes pas dans le lieu. Bon, en tout cas, vous pourrez nous donner votre avis, messieurs, dames, dans un instant dans la libre antenne. Mais pour l'heure et avant toute chose, il y avait en tout cas hier un sujet sur lequel les deux finalistes du débat hier étaient d'accord. Il faut interdire l'emploi d'un proche pour un parlementaire. Réaction au Penelope Gay, du prénom du prénom de l'épouse de François Fillon, accusé par le canard enchaîné d'emploi fictif. Le parquet national financier ouvre une enquête. Le candidat de la droite veut lui fournir dans la journée à ce parquet un certain nombre de pièces. Le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, l'a dit ce matin chez le confrère d'Europe 1. Écoutez. Ce matin même, l'avocat de François Fillon prendra la tâche du procureur financier et dans la journée même, il se déplacera avec un certain nombre de pièces. Parce que les choses sont trop graves. Et je voudrais m'expliquer rapidement. C'est vrai qu'on a parlé de boule puante. François Fillon, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la vie politique, sans aucune affaire. Et comme par hasard, à 3 mois des présidentielles, quelques jours avant son discours fondateur, dimanche prochain, à La Villette, cette affaire lui tombe dessus. Il y a aussi une autre vision. Bien sûr, il y a l'honneur d'un homme. Mais il y a autre chose. Il n'est pas question de laisser prendre en otage une campagne présidentielle. Voilà, ce sont les mots donc de Bruno Retailleau. François Fillon qui s'expliquera ce soir sur le plateau du 20h de TF1. Alors, que pensez-vous de ce nouveau scandale politique? Attends, si je comprends, à la révélation de cette information, donc la femme de François Fillon, Pénélope, qui a touché 500 000 euros, donc un demi-million d'euros, pour avoir été employée par son mari, c'est ça? Oui, jusque-là tout va bien. Voilà. Mais c'est fictif. Oui, c'est fictif dans le sens où ceux qui ont travaillé aussi bien à l'Assemblée nationale ou dans la Sarthe ne l'ont jamais vu. C'est là que ça pose problème. Mais c'est déclaré. Non mais peut-être, peu importe. Oui, mais le fait que cette dame ait été employée pour travailler aux côtés de son mari en tant qu'assistante parlementaire, faut savoir que les parlementaires dans ce pays ont 2 enveloppes. Une à peu près de 6 à 7 000 euros pour des frais, etc. Et une deuxième enveloppe pour tout ce qui est employé, qui est à peu près entre 9 et 10 000 euros. Et après chacun prend, donc les parlementaires prennent, si vous voulez, 1, 2, 3 jusqu'à 5 employés. Et il se trouve que François Fillon donc avait employé donc sa femme depuis 98. D'accord. Jusqu'à 2002, puisqu'après il a été ministre. Donc là, le pire, c'est que il a fait employer à celui qui l'a remplacé sa femme, et qui a été également l'employé de ce monsieur. Oui. Elle a été effectivement employée, sauf que personne à l'Assemblée nationale ou dans la Sarthe ne l'ait vu en poste. Demain, si toi je t'emploie, Hakim, je dis t'es mon assistant, etc. Sauf qu'à la radio personne te connaît, sauf que dans mon entourage personne te connaît, il y a problème, non? Donc ça ressemble à un emploi fictif. D'accord. Alors ça c'est une chose, faut le préciser pour les auditeurs également. C'est précisé. Et autre chose, c'est que là, la droite, parce que c'est son candidat aux Républicains, François Fillon, il dit que ce matin on va aller voir le procureur. Oui. Mais moi je crois savoir que c'est le procureur qui convoque, c'est pas toi qui décide d'aller voir le procureur. En fait, François Fillon a demandé à ce que le procureur le convoque. Mais le procureur il est pas obligé d'accepter. Il est pas obligé d'accepter. Il peut dire moi je te convoque, c'est moi qui décide. Il a accepté, donc il va remettre les pièces. Oui. Non, mais déjà il y a un truc à comprendre, c'est que là c'est le personnage politique, François Fillon.
qui exige sous la forme d'une demande au procureur. C'est ça. Vite convoque-moi. Pourquoi? Finalement, c'est une demande pour fournir des pièces. Non, c'est pas que ça, non. C'est parce qu'il veut pas être convoqué pendant la campagne présidentielle. Ouais. En tout cas, il s'expliquera ce soir à la télé dans le journal de 20h de TF1. Parce que c'est une grosse affaire. Mais au-delà de tout ça, que pensez-vous de ce scandale politique? Est-ce que ça peut être un véritable poison pour lui et pour sa campagne? Bah alors là, ça décrédibilise totalement son projet. Je t'en prie, Anne, vas-y, oui. Voilà, ça décrédibilise totalement son projet. Moi, je dirais sa candidature et ses propos, parce que je crois savoir que c'est François Fillon qui disait que un candidat doit être irréprochable. C'est ça. C'est bien lui qui disait ça. Et quand il va nous parler d'austérité, on va lui sortir Pénélope. Exactement. Voilà. Et là, sa femme, il l'emploie. Si elle l'a employé, c'est bien parce que c'est sa femme. Ouais, donc en fait, elle est privilégiée. C'est du piston, ça. Alors, sachez qu'il y a un parlementaire sur 5 qui emploie des membres de sa famille. Sauf que visiblement, ceux-là, on les connaît. Mais s'ils sont oui, si c'est pas un emploi fictif. Oui, voilà, ça c'est pas au début de l'émission. À partir du moment où c'est un emploi fictif, c'est quand justement cette personne n'a jamais été vue donc à l'endroit où elle doit travailler, c'est-à-dire se rendre pour travailler quand même. Et quand on est assistant de la personne, on se doit d'être quand même. Et en plus, elle est payée au-dessus de la moyenne. Et ce que j'ai envie de dire, les amis, c'est que quand bien même c'est légal, le fait d'employer quelqu'un de membre de sa famille comme assistant parlementaire, mais quelle image tu renvoies au peuple de France, les Français, qui sont à majorité 60-70% de la classe moyenne, des passe-droits, du piston. Exactement. En tant que président, toi qui dis qu'il faut être irréprochable. Après, si sa mais femme est compétente en la matière, il n'y a pas de souci. Même si sa femme est compétente. Moi, je dirais une chose, Christophe, là, c'est mon avis. Pour finir, même si sa femme est compétente, eh ben, il l'emploie pas pour pas envoyer cette mauvaise image du piston et des passe-droits. Très bien. On en reparlera évidemment de cette affaire. Allez, c'est parti. Maintenant, mesdames, messieurs, que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, du Havre, d'Amiens, de Paris évidemment, de partout ailleurs en France, vous pouvez écouter et télécharger d'ailleurs l'application France Maghreb 2, mais aussi au Maghreb et un peu partout dans le monde en appelant maintenant le 00 33 1 40 33 9000. 01 40 33 9000, c'est le moment de la libre antenne. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous voulez. Antenne libre, total 01 40 33 9000. Votre prénom et votre ville d'appel, c'est ce qu'il me faut. C'est pas un monologue. Soyez court, précis et rapide. Allô, bonsoir. Oui, salut, c'est Méziane. Salut Méziane. Salut. Oui, on t'écoute. Ah, je suis déjà à l'antenne là. Oui, vas-y, rapide Méziane, vas-y. Ah, pardon. Oui. Je voulais dire que le Fillon là, ce soir, il va passer. Je crois que c'est sur TF1. Oui. Ou Antenne 2, je sais pas. TF1. Et il va nous sortir le coup que sa femme, elle peut travailler par Internet de la maison. Et ils ont plus d'un tour dans leur sac. C'est des grands vicieux, c'est des malins. Et je crois que de toute façon, l'image, elle est complètement discréditée maintenant, qu'il peut raconter toutes les salades qu'il veut. Exactement. Et par conséquent, on va avoir Macron et Le Pen au final. Merci Méziane. Merci à toi. 01 40 33 9000. C'était la prédiction de Méziane. Voilà, mais Macron il a quelques soucis aussi parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé le budget du ministère pour faire sa campagne. Mais bon, on verra. Il a décidé d'ailleurs de porter plainte contre ceux qui continuent leurs invectives. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Baisse ta radio. Moi, c'est le Fakir de Marseille, toujours. Fakir, bienvenue à toi. Baisse ta radio, s'il te plaît, Fakir. Baisse ta radio. Bonsoir à tes deux amis. Et j'ai apprécié tout à l'heure la discussion de Hakim, je crois. Oui. Sur l'Afrique. En Afrique et surtout dans votre pays. D'origine, ouais. Très bien. Moi, je suis marocain, de fait. Mais un Marocain, il peut investir au Mali ou au Sénégal, mais pourquoi? Mais plus facilement au Maroc, c'est sûr. Il est encouragé en plus. Je préférais le Maroc parce que je connais que le Maroc. Exactement, c'est plus facile. Oui. Là, donc les Africains pour. Donc bon point pour Hakim, alors, c'est ça. Voilà. Merci Marseillais. Hakim, tu as très bien parlé, tu as assuré, et j'invite tous les amis africains, nord-africains à faire ce que tu as dit. Merci beaucoup. Salut à toi Marseillais. 01 40 33 9000. Évidemment, vous nous appelez maintenant. C'est tout de suite, c'est là que ça se passe. Allô, bonsoir. Ah, hop là, ok, c'est notre ami qui a raccroché. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Salut Christophe, salut Abdel. Salut Abdel, on t'écoute. Salut les amis, ouais. Donc je voulais dire concernant François Fillon, pour moi c'est clair, Claude Guéant il a été touché, Sarkozy a été touché, ils sont tous dans la même salade. Et je crois qu'il n'y a pas de feu sans fumée, il est certainement impliqué, il va essayer je sais pas quel passe-passe qui va s'en sortir. Mais je crois qu'il y a un gros discrédit sur lui et je crois qu'il va dégager. Et pour ma part, je pense que Benoît Hamon a de grandes chances d'aller assez loin dans cette présidentielle. Merci Abdel, merci beaucoup Abdel d'Orléans. 01 40 33 9000. Voilà, les prédictions, ça y va là. Très bon Abdel et celui d'avant.
Oui, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Hop, pour maintenant encore quelques minutes. C'est vrai que c'est le discrédit sur Fillon, hein. Oui, absolument. Quelle galipette vont faire les Républicains? Allô, bonsoir, prénom et ville d'appel. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir. Nabil de Paris. C'est quoi ton prénom? J'ai pas compris. Nabil. Nabil de Paris, on t'écoute, Nabil. Salut, comment allez-vous? En fait, je voulais, j'appelle par rapport à la décision de Donald Trump d'interdire des gens de pays musulmans de venir aux États-Unis. Ouais. Du coup, gros coup de gueule, voilà, vraiment dégoûté qu'un pays censé être ouvert comme les États-Unis applique une telle mesure. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les pays musulmans en question, voire tous les pays musulmans déjà par solidarité, appliquent la même mesure. Réciprocité. Voilà. Ouais. Eh ben oui. Bien joué. Bonne remarque, Nabil. Merci. Mais c'était juste une annonce, Christophe. Merci à toi. Non, c'est pas juste qu'une annonce. Hein. Ça va. Apparemment, il est en train de signer les décrets dans ce sens. Hein. Genre, t'es musulman, tu viens pas aux États-Unis? Ouais, c'est ce qu'il voudrait, lui. Je sais pas si ça passera au niveau du Il fait quoi Congrès, de tous les des millions de musulmans qu'il y a là-bas? Ah bah après, oui, il va s'en débrouiller. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir, prénom. Moi, plutôt, j'appelle par rapport Ton prénom. Prochainement. Ton prénom. Comme je l'ai dit, ton prénom, je te coupe. Jamais. Prénom, hop, la prochaine fois, tant pis. 01 40 33 9000. Il y a des disciplines à respecter. Le prénom et la ville d'appel, c'est le minimum. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Kamel de Paris. C'est bon, t'as déjà intervenu, Kamel. À bientôt. 01 40 33 9000. Les gars, faut laisser place aux autres, hein, quand même. 01 40 33 9000. Que vous soyez de Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, c'est maintenant le moment d'appeler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Jamel de Paris. Salut Jamel, on t'écoute. Alors, moi en fait, ce qui m'intéressait, c'était le cas Fillon. Oui. Le pauvre, je pense que là, il peut enterrer sa candidature parce que la seule ligne de défense qu'il a pu avoir, c'est de dire que si ça avait été un journal ou quelqu'un d'autre un homme politique qui avait parlé comme ça de la condition de la femme, il aurait été tout de suite, traité de ouais, c'est sa ligne de défense. C'est ce qu'il avait dit, ouais. Mais je trouve que sa ligne de défense, elle vaut rien du tout. Il a été pris, entre guillemets, la main dans le pot de confiture, maintenant faut assumer. Très bien, merci à toi. 01 40 33 9000. Ça, c'est magique, hein. C'est le moment de liberté. On est la seule radio à vous l'offrir, hein, de la sorte, en tout cas. Excellent. 01 40 33 9000, la démocratie participative. Bonsoir, votre prénom et ville d'appel. Oui, Joe de Paris. Salut Joe. Alors très rapidement, de manière très concise, il y a deux petits points que je voulais vous dire. Vas-y. Déjà, c'était le premier, c'était la qualité de votre intervenant, Monsieur Rahal. Je trouve que c'est vraiment niveau médiocre. C'est pas la personne que je vise. C'est pas votre frère, non? Ouais, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord. Voilà. Et secondement, j'aurais souhaité de temps en temps que vous parliez un petit peu des détenus politiques qu'il y a en Algérie, notamment Dr Kameldine Fekar. Voilà. Merci à vous, merci à toi. Voilà, merci. Salut Joe, à bientôt. C'est sympa Joe. Hein. Bah ouais, c'est pas ton frangin ça? Non, mais je soupçonne quand même. Hein. Écoute plus souvent Joe. Ouais, c'est ça. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Il y a pas beaucoup de Joe qui s'appellent. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Karim de Puteaux. Salut Karim, on t'écoute. Ça va, comme je vous appelle en fait concernant la loi au Maroc. Oui, la burqa, pas la burqa. Pas la burqa, c'est ce qu'on veut nous faire appeler, mais c'est le niqab, c'est ça qui existé depuis tout le temps au Maroc et dans tous les pays musulmans. Et c'est une question religieuse, donc tous les savants ont toujours débattu là-dessus. C'est obligatoire ou conseillé, donc interdire dans un pays musulman, c'est contraire à la loi islamique. Je te laisse responsable de tes propos en matière de religion. Moi, je ne m'impliquerai pas. Il y a quand même des désaccords là-dessus. Mais bon. C'est le consensus des savants. C'est pas moi qui le dis. Pour le hijab, pas pour le hijab. Oui, mais pas pour le niqab. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit conseiller. Le consensus des savants, c'est soit obligatoire, soit conseillé. C'est une divergence. Ça veut dire que c'est pas obligé. Ouais. Bon, conseiller, je sais pas. Non, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que c'est pas une invention, c'est pas nouveau. Non, mais d'accord, mais de là après mettre ça sur le dos de la religion, moi je laisse les religieux c'est une loi religieuse qui est lancée par une campagne laïque au Maroc. Ils ont déjà commencé par le régime, par les programmes scolaires, en interdisant certaines sourates, en modifiant certaines définitions de l'islam. Ouais. Donc là, c'est encore une attaque des laïcs qui se passe au Maroc. Merci pour ton avis. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Merci à vous. Bonne soirée. 01 40 33 9000. Allez hop, stop. Voilà, c'est terminé pour ce soir. C'est un sacré exercice, hein. Ah oui, c'est franchement, chapeau Christophe. Hein. On dirait que je fais un footing, tu sais. Grave, je te vois en face de moi. Tu souffles. On y va. Allez, on y va, on enchaîne. Allez. Faut dire le nom, la ville. Désolé, si tu suis pas en scoop. Jamila, je la reconnais, mais malheureusement, elle a pas joué le jeu. Jamila, c'est prénom et ville d'appel. C'est terminé, il faut plus appeler, hein. Terminé. 01 40 33 9000.
On remet le couvert demain. Ouais, enfin, je vais perdre des kilos avec tout ça. Dans un instant, il y a eu beaucoup de remarques sur la polémique, enfin le Penelope Gate, hein. Ouais, donc, Penelope Fillon, Gate, le Maroc, le frère de Hakim Ral qui a appelé, voilà. Ouais, c'est magique. Dans un instant, les coups de cœur de Hanan et de Hakim sur France Maghreb, tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct de retour pour maintenant les coups de cœur avec Hakim Ral qui est avec nous, le commerçant de notre émission, de la team LGF. On essaye, Christophe. Hanan, qui est donc responsable des repas du Salem. Les coups de cœur, c'est parti, on y va, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur de Hanan. Alors, mon coup de cœur de la semaine, donc c'est un lieu qui est à Saint-Ouen, 21 rue de Clichy, Atmosphère. Donc, Atmosphère, c'est les ateliers de travail manuel ouverts et social. Donc, c'est un lieu qui fait 2000 m². Donc, il y a un nouveau lieu alternatif à vocation solidaire et humanitaire. Donc il y a un lieu de rencontre, de partage, de création et d'innovation. Donc l'objectif de ce lieu, c'est d'intervenir sur différentes problématiques, notamment des problématiques humanitaires. Donc on a une partie des locaux qui est totalement dédiée à l'hébergement de SDF, de personnes sans revenus, de personnes sans papier. Donc on a 40 résidents aujourd'hui sur ce lieu-là. On va trouver également un grand espace événements et expositions artistiques, un espace restauration, donc plus précisément un espace cuisine à destination de toutes les associations. Donc l'objectif étant de cuisiner jusqu'à 3000 repas par jour. Donc on a un espace également hyper intéressant qui est un espace de coworking, pareil destiné aux associations et entrepreneurs solidaires, donc des espaces ateliers. Donc n'hésitez pas à venir découvrir le lieu. Donc c'est au 21 rue de Clichy, 80 à Saint-Ouen, près du RERC. Donc tous les jours, vous me contactez directement via ma page Facebook. Donc Hanan Zawani, H-A-N-A-N Hanan sans E, et Zawani, Z-A-H-O-U-A-N-I. Vous avez toutes les informations sur ce lieu, Atmosphère. Merci beaucoup Hanan pour ce coup de cœur. Génial. Mon cher ami Hakim, à toi de jouer. Alors moi, mon coup de cœur, c'est un personnage sur les réseaux sociaux qui s'appelle Abdel en vrai, et il va nous parler du franc CFA. Voilà, c'est une petite vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Et donc, il va nous expliquer c'est quoi le franc des colonies françaises d'Afrique sur 14 pays, donc en citant les 14 pays. Et il a toujours lieu, il a toujours cours aujourd'hui, donc on est vraiment de plus de dizaines d'années après les indépendances, et nous explique cette réalité économique pour 14 pays africains, dont l'argent est géré par la Banque de France. Alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kerry James, est tout simplement... Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit, c'est vrai que colonie française... ça se fait pas. C'est un peu chmette, quoi. Et du coup, ils ont décidé de changer. Et maintenant, ils appellent ça coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros jeu de t'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays, pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets? En France. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le Révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, eh ben t'auras 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus tous les mois je dois te donner la moitié de mon salaire. Voilà, c'était la vidéo donc de Abdel en vrai. Un extrait, j'invite les auditeurs à aller taper sur YouTube Abdel en vrai, franc CFA. Donc voilà, il explique comment cette entre guillemets une indépendance, on va dire territoriale, mais pas économique.
de 14 pays africains dont les billets sont imprimés ici en France, l'ex-colonisateur. Voilà. Exact. Eh bien, merci beaucoup Hakim pour ce coup de cœur. Merci beaucoup Hanan. À très merci, vite. Ça va, ça t'a plu? J'ai écouté, j'étais hyper ravie d'être là. Bah, bientôt. À bientôt, Hanan. À bientôt, Hanan, bienvenue. Hakim, à la semaine prochaine. Ouais, Inch'Allah, si Dieu veut, on est là, toujours avec présent. Les brioches de Barbès qui ont pas tardé d'ouvrir. Hein. Ah, j'espère bien, j'inviterai tous les auditeurs. Attention. Des cadeaux pour tout le monde. Attention, il y a aucun je serai problème. là pour te le rappeler. Ah non, moi je suis plutôt communiste en cette matière, redistribution des richesses. On verra jusqu'où va aller ton communisme, hein.